Bonjour à toutes et à tous. Dans cette ressource bulle Geodesy, on s'intéresse à l'amplificateur opérationnel réel et un de ses défauts. Dans ce cycle, on voit les défauts les uns après les autres. Le défaut qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rejet de l'alimentation sur la sortie de l'amplificateur opérationnel. Ce rejet, on le caractérise avec un paramètre qu'on appelle dans les documentations Power Supply Rejection Ratio. Donc on va voir à quoi correspond ce paramètre. Donc ce paramètre, il traduit la capacité d'un circuit intégré, ici l'amplificateur opérationnel, à limiter l'impact des variations de la tension d'alimentation sur la sortie. Alors par exemple, si on s'intéresse au circuit suivant, ce circuit c'est un suiveur à amplificateur opérationnel, on a effectué ici une contre-réaction de la sortie directement sur la broche inverseuse de l'amplificateur opérationnel. La théorie nous dit que la relation entrée-sortie, c'est donc VS égale VE. La sortie vaut exactement ce qu'on a à l'entrée. En pratique, on le sait, cet amplificateur opérationnel il dispose d'un certain nombre de défauts. Et parmi ces défauts, on va effectuer une étude défaut par défaut. Et on va d'abord s'intéresser ici donc à l'impact des variations de l'alimentation. Alors ces variations, elles induisent à la sortie l'apparition de composantes supplémentaires, ici qui se traduisent par l'équation suivante, VS égale VE, ça c'est ce qu'on a pour la théorie, plus une fonction de VDD, plus une fonction de VEE, qui sont donc les deux sources d'alimentation qui donc alimentent cet amplificateur opérationnel. Donc les deux fonctions F1 et F2 dépendent de la fréquence. Ça c'est un paramètre vraiment très important. Alors on va observer un petit peu ce que sont ces rejets d'alimentation sur la sortie. Il s'agit d'utiliser le circuit de test classique qui consiste à utiliser un montage suiveur pour un amplificateur opérationnel. Donc le montage suiveur, on voit qu'on lui impose une entrée nulle, ici. On alimente le circuit en plus ou moins 5 volts. Alors attention, ici, puisqu'on veut mesurer l'impact de la tension d'alimentation, on va en choisir une des deux. Généralement, c'est comme ça qu'on procède. Et ici, on va s'intéresser donc à ce qu'imposent les variations de l'alimentation positive sur la sortie. Pour ça, on vient mettre en place un petit supplément au niveau de la tension d'alimentation continue, qu'on va fixer à 5,5 volts. On va également faire apparaître ici donc une variation sinusoïdale avec une amplitude de 0,5 volts. Si bien que globalement, VDD va évoluer entre 5 volts et 6 volts. Je vous rappelle qu'au minimum, ce sinus vaut moins 1 fois 0,5, moins 0,5, plus les 5,5, on atterrit à 5 volts. Et puis plus 0,5 pour le maximum, ce qui nous permet d'avoir 5,5 plus 0,5, c'est-à-dire 6 volts. Donc j'évolue bien entre 5 et 6 volts. Et quand je réalise ce test, j'obtiens à la sortie une tension qui va être sinusoïdale également, qui va en fait valoir K fois VAC. Donc K fois les variations que j'ai imposées sur la tension d'alimentation positive. Alors ces éléments, je peux en mesurer l'évolution crête à crête, que je vais noter delta VDD. Donc delta VDD, ce sont les variations entre minimum et maximum de VDD. Et à la sortie, je pourrais mesurer également, je ne l'ai pas représenté ici parce que ce serait trop petit, un delta VS qui traduit donc l'évolution crête à crête de cette sortie VS. Alors on définit ce qu'on appelle le taux de réjection donc de la tension d'alimentation sur la sortie par le PSRR, Power Supply Rejection Ratio, donc qui s'exprime en décibels, égale 20 fois log de delta VS sur delta VDD. On pourrait faire la même chose avec VE, avec du PSR moins égale 20 log de delta VS sur delta VE. Alors tout ça, c'est donc égal à 20 log de K, puisque j'ai défini VS égale K fois VAC. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est cette équation-là, qui donne delta VS égale delta VDD fois 10 puissance le PSRR sur 20. Donc ça, c'est exactement l'inversion de la relation logarithmique que vous avez ici. Ça se traduit également par un calcul sur K, dont je n'ai pas besoin ici. Alors, petite précision, il y a des constructeurs qui écrivent le PSRR avec un signe inversé par rapport à ce qu'on vient de voir là. Donc on aura un PSRR positif pour certains constructeurs, négatif pour d'autres. Mais bon, les niveaux sont tels qu'on sait très facilement dans quelle catégorie on se situe.
Alors on va prendre un exemple ici avec un AD 8031 d'Analog Device. Alors en basse fréquence, la documentation nous donne une estimation du PSRR. On précise les conditions d'utilisation, ici l'utilisation en plus ou moins 5 volts de l'amplificateur opérationnel. Il y a une résistance de feedback donc dans la contre-réaction de 2,5 kΩ, une résistance de charge RL pour air load de 1 kΩ, et on obtient, vous le voyez ici, un Power Supply Rejection Ratio de VS plus égale 5 à 6 volts. C'est le test que j'ai fait tout à l'heure, qui nous amène donc à un PSRR de 76 décibels dans le pire des cas. Alors on va voir un petit peu ce que ça implique. Exemple, lorsque j'ai 1 volt de variation sur VDD, eh bien finalement, ça veut dire un delta VS ou un VS peak to peak, un crête à crête, qui vaut 10 puissance PSRR sur 20, donc 10 puissance moins 76 sur 20, c'est-à-dire 158 microvolts. Bon, c'est faible, mais ce n'est pas négligeable par rapport aux 1 volt qui ont été injectés sur le VDD, mais surtout, ce n'est pas négligeable à la sortie parce que c'est une composante supplémentaire qui n'est pas souhaitée. Parce que je vous rappelle que nous, ce qu'on souhaite à la sortie, puisque l'entrée est nulle, je veux normalement avoir VS égale 0. Ben là, déjà, je me retrouve avec un bruit qui vaut 158 microvolts et qui correspond aux variations de l'alimentation. Alors, cette caractéristique, on le voit dans toutes les documentations d'amplificateurs opérationnels, elle dépend de la fréquence. Là où les conditions sont les plus favorables, c'est lorsqu'on se trouve vraiment en très basse fréquence. On le voit ici, donc cette fois-ci, le même amplificateur opérationnel alimenté en plus 5 volts, eh bien, ce qu'on trouve, c'est des conditions d'utilisation qui sont un petit peu différentes. On voit que la résistance de charge doit être connectée à 2,5 volts, à un potentiel de 2,5 volts. On a toujours la même résistance de contre-réaction de 2,5 kΩ. Et donc là, ce que j'observe, c'est que le PSRR, il vaut, allez, on va dire moins 95 dB dans ces eaux-là, lorsqu'on est vraiment en basse fréquence. Et puis à 1 kHz, c'est déjà plus tout à fait ça. Et puis on voit même qu'arrivé à 1 MHz, le PSRR il commence à être franchement dégradé, puisqu'on a quelque chose comme, on le voit ici, moins 34 décibels. Alors, si on regarde ce que ça donne pour une variation de 1 volt de la tension d'alimentation, ça nous donne un VS crête à crête, c'est-à-dire un delta VS, de 10 puissance PSRR sur 20, 10 puissance moins 34 sur 20, donc pratiquement 20 millivolts à la sortie. Donc à nouveau, c'est de moins en moins négligeable cette affaire. Et si maintenant je monte jusqu'à moins 20 décibels, moins 20 décibels, ça veut dire qu'on divise par 10. Donc on va passer de 1 volt à 100 millivolts à la sortie. Bien, donc on voit que ce PSRR, il peut s'avérer relativement important. La conséquence, c'est que puisque ce PSRR a une incidence sur la sortie, il va falloir soigner particulièrement l'alimentation. Et là, je vous invite à voir les vidéos sur l'utilisation des condensateurs de découplage. Alors, si on veut étudier l'incidence de ce PSRR sur autre chose qu'un suiveur, actuellement, on a obtenu une valeur sur VS dans le montage suiveur. Cette valeur sur VS dans le montage suiveur, on va la ramener à l'entrée. C'est ce qu'on appelle le modèle erreur ramenée à l'entrée. Donc, Referring Error to Input. C'est souvent noté RTI dans les documentations constructeurs. Et pour ça, on part de notre amplificateur opérationnel parfait, avec ses sources d'alimentation, et on ajoute sur l'entrée plus une petite source de tension qui correspond à l'erreur apportée par le PSRR. Cette différence de potentiel, je vais la noter VPSRR. Et donc pour un ampli-op réel, j'ai donc un ampli-op parfait plus une source en entrée qui est liée au PSRR. Alors ce VPSRR, il vaut delta VDD fois 10 puissance PSRR sur 20. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure comme relation. Alors si maintenant on veut étudier un circuit différent qui ne soit pas un suiveur, exemple l'amplificateur non inverseur que vous connaissez, puisque lorsque vous regardez ces vidéos, ça suppose que vous ayez quelques notions sur l'amplificateur opérationnel. L'entrée est toujours reliée à la masse, ce qui veut dire qu'il nous reste une petite entrée qui provient en fait du PSRR. C'est cette source de tension de défaut qu'on a ajoutée sur l'entrée plus.
Donc l'amplificateur non inverseur nous donne une relation VS égale R1 plus R2 sur R1 fois la tension d'entrée du circuit. Ici, la tension d'entrée, c'est finalement le VPSRR. Alors si maintenant on s'intéresse aux variations de l'alimentation sous la forme delta VDD, ça implique donc un delta VS à la sortie. Le delta VS, logiquement, je reprends l'expression que je viens de démontrer ici, que j'ai rappelé ici, ça me donne delta VS R1 plus R2 sur R1 fois delta VDD fois 10 puissance PSRR sur 20. Là, on reprend l'expression de VPSR telle qu'on a pu la voir précédemment. En ramenant le delta VDD au dénominateur du côté gauche, j'ai donc du delta VS sur delta VDD qui vaut R1 plus R2 sur R1 fois 10 puissance PSRR sur 20. Et là, maintenant, on peut s'intéresser à un PSRR ramené à la sortie pour voir quelle est l'incidence sur la sortie. Le PSRR ramené à la sortie, donc RTO, c'est Referring to Output, c'est donc du 20 fois log delta VS sur delta VDD. On reprend exactement la même formulation que précédemment, c'est-à-dire du 20 log de R1 plus R2 sur R1 fois 10 puissance PSRR sur 20. Donc là, je n'ai fait que remplacer delta VS sur delta VDD par rapport à l'expression que j'avais ici. Et ça se traduit par en fait l'équation PSRR, dans l'idée celui du montage suiveur, celui dont on obtient les caractéristiques dans la documentation constructeur, plus 20 fois log de R1 plus R2 sur R1. Supposez que vous utilisiez ce montage pour multiplier le signal d'entrée par 100. On va donc avoir un R2 qui va être égal à 90 fois du R1. Ça amène par conséquent à avoir ici du 20 log de 100. 20 log de 100, ça donne 40 décibels. Donc ça veut dire qu'on va faire remonter le PSRR de 40 décibels. Par exemple, pour ce qu'on avait tout à l'heure, à 1 kHz, on était à peu près, on avait dit à 100, moins 100 dB, on va remonter à moins 60 dB. Et pire que ça, à 1 MHz, on avait vu qu'on avait du moins 34 décibels. On va donc monter à moins 34 plus 40, c'est-à-dire plus 6 décibels à la sortie. Ce qui veut dire que les variations au niveau de l'alimentation qui ont été, dont on a laissé l'apparition et l'existence sur l'alimentation vont maintenant être multipliées à la sortie, puisqu'on a du plus 6 décibels dans ce cas-là. Alors je rappelle les quelques relations ici qui permettent de travailler sur les logarithmes ici pour bien faire apparaître cette relation-là. Cette relation-là, c'est donc PSRR, donc referring to output, égale PSRR referring to input, plus le gain de l'amplificateur non inverseur. Le gain étant ici, on l'a dit, de 20 log du coefficient d'amplification de l'amplificateur non inverseur. Et dans l'exemple que je vous donnais, 20 log de 100 nous donnait 40 décibels supplémentaires. Alors un petit complément. Ce PSRR, il peut être différent en fonction du fait qu'on analyse la variation au niveau de la tension positive d'alimentation ou de la tension négative, c'est-à-dire sur VDD ou sur VEE. Vous le voyez ici, par exemple, pour un LT1115, qui est un amplificateur opérationnel utilisé en audio, eh bien, on a un PSRR qui, effectivement, n'est pas le même si on regarde où se situe le problème, soit sur la tension positive, soit sur la tension négative de l'alimentation. Alors tout ça, bien sûr, ça peut se simuler sous LT-Spice, avec par exemple le cas d'un AD8031. On se place dans les conditions imposées par le constructeur dans la documentation. On a vu tout à l'heure, pour du plus ou moins 5 volts, il s'agit d'effectuer une variation autour de 5,5 volts avec un sinus d'amplitude 0,5 volts. Et on va donc, alors attention, il faut le AC ici, il faut le mettre à 0,5. Et à partir de là, on va tracer la réponse sur un diagramme de Bode en sortie pour VS. Alors là, je trace avec une représentation par décade de 100 Hz à 1 GHz avec 100 points par décade. Bien, alors j'ai effectué la correction du schéma pour qu'on ait bien les 0,5 volts d'amplitude. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est voir le résultat au niveau de la simulation. Donc on passe sous LT-Spice. Alors ici, alors ça ne se voit pas, mais la masse est juste derrière. Voilà.
Bien, donc là, deux possibilités d'analyse. Moi, je retiens ici une analyse donc de type Baud, donc une analyse en courant alternatif. Hein. C'est donc la directive .AC du simulateur SPICE. On simule par décade, on l'a dit, avec 100 points par décade en partant de 100 Hz à 1 GHz. Donc le schéma est conforme à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure et je lance la simulation. J'obtiens donc le résultat suivant. Alors c'est un peu différent effectivement de ce qu'on pouvait voir apparaître dans la datasheet. Bon, les modèles que l'on obtient sont parfois un tout petit peu éloignés de la réalité. Effectivement, on a ici un PSRR qui est quand même un petit peu meilleur que ce qu'on avait initialement, puisqu'on était plutôt autour de moins 95. Bon, il y a une dizaine de décibels d'écart ici. Je pense que dans la datasheet, ça correspond à une situation qui correspond au pire des cas. Donc là, ici, on est dans une situation qui est une situation de valeur nominale sur cette simulation. Donc évidemment, vous pouvez télécharger les fichiers de simulation si vous vous connectez sur le site ge2i.fr. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo qui nous a permis de découvrir ce qu'était le PSRR. C'est un élément important parce que c'est typiquement le paramètre qui, si on ne soigne pas l'alimentation, va générer du bruit à la sortie. Le mauvais rapport signal sur bruit que l'on peut obtenir sur certains circuits audio peut par exemple être dû à cet élément-là. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous inscrire sur le site ge2i.fr qui vous permettra de découvrir l'ensemble des cours sous une forme structurée avec éventuellement des tests. Pour l'instant, il y en a peu, mais ça viendra par la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Je vous rappelle que tous ces cours vous sont offerts d'une certaine façon par l'Université de Nantes au travers d'un congé pédagogique dont je dispose actuellement pour la réalisation de ces vidéos de technologie. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.